jours, et c'est bien dommage, l'histoire des sciences est souvent absente des cours généraux. On ne l'enseigne jamais, ou pratiquement jamais, dans l'enseignement secondaire. Or, l'histoire des sciences, ce n'est pas seulement l'histoire des disciplines scientifiques. L'histoire des sciences, c'est l'évolution, pas seulement des progrès, mais de ce que Bachelard aurait appelé l'histoire des obstacles épistémologiques. Vous entendrez certainement ce mot dans la bouche de mes collègues psychopédagogues, qui font que certaines découvertes sont possibles à certains moments, ne le sont pas à d'autres, parce qu'il y a des blocages psychologiques qui empêchent de faire un certain nombre de découvertes et d'inventions. Or, l'histoire des sciences est très étroitement liée à l'histoire des mentalités. Aborder l'histoire des sciences, c'est s'approcher, dans la mesure du possible, de ce que pensaient les gens à un moment donné. Il ne faut donc pas aborder l'histoire des sciences avec des a priori rationalistes, en considérant comme stupides certaines erreurs qui ont pu être faites dans le passé, mais au contraire, aborder l'histoire des sciences comme une succession de tentatives pour essayer de comprendre le monde à un moment donné. On ne peut donc pas établir de rupture entre ce qui relève du mythe. Or, chaque mythe tente de participer à l'explication globale de l'univers par un biais donné, et d'autre part la raison pure. Ça n'aurait pas de sens. Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire des sciences dans l'Égypte ancienne, sans a priori. L'Égypte ancienne a une histoire qui est au moins trimillénaire. Le plan que je vais suivre est le suivant. Dans un premier temps, nous allons essayer de voir quelles étaient les conceptions des Égyptiens en matière d'astronomie et de mathématiques. Dans un second temps, je vais voir, et là, ce thème va particulièrement illustrer ma petite introduction de tout à l'heure. Dans un second temps, nous allons donc aborder la médecine et la magie. Et on va voir que les deux sont étroitement liés. Je commence donc par les sciences proprement dites, à savoir les mathématiques et d'autre part l'astronomie. Alors, en ce qui concerne l'astronomie, de nouveau, lorsque les Égyptiens observent le ciel, ils n'observent pas le ciel comme aujourd'hui un astrophysicien le ferait. Pas parce qu'il ne disposait pas des mêmes instruments, cela va de soi, mais parce que dans l'Antiquité et avant, lorsque l'on regarde le ciel, on le regarde comme étant le lieu du séjour des dieux. C'est avant tout cela que l'on regarde dans le ciel. D'ailleurs, vous savez bien que dans la religion dominante
justement, lorsque l'on parle du ciel, ça reste plus qu'une métaphore qui concerne le séjour de Dieu, voire l'endroit où serait situé le paradis. En tout cas, pour un certain nombre de gens qui y croient. Et lorsque l'on parle du sous-sol, lorsque l'on parle des enfers, pour ceux qui y croient, bien entendu, ce serait le séjour du mal, le séjour de Satan, le séjour de Lucifer, où les âmes seraient punies pour l'éternité à souffrir du mal qu'elles auraient causé sur terre. Donc, les Égyptiens, lorsqu'ils regardent le ciel, ils le font d'abord pour des raisons religieuses. Ils ne le font pas pour des raisons, entre guillemets, scientifiques. Ce qui signifie que, lorsqu'il y a des fêtes religieuses en Égypte, les hommes qui vivent le long du Nil regardent le ciel, ils visent les étoiles, car on ne peut construire un temple, on ne peut construire une pyramide que si, préalablement, on s'est assuré de son orientation. Je vous rappelle que le mot orientation vient du mot orient, et que le mot orient est le lieu où le soleil se lève. Aujourd'hui encore, et peut-être vous l'ai-je dit dans un cours précédent, lorsque familièrement nous disons que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, nous affirmons une contre-vérité scientifique, puisque c'est la Terre qui tourne autour du soleil et pas l'inverse. Donc vous voyez, lorsque nous disons le soleil va se lever à telle heure et il va se coucher à telle heure, nous sommes en pleine mythologie, comme les Égyptiens. Ils disaient et pensaient exactement la même chose. D'ailleurs, des sondages de trottoir ont montré que la majorité des gens, lorsqu'on les interroge dans la rue, font référence effectivement au lever du soleil et au coucher du soleil, et ont des difficultés, effectivement, spontanément, à se représenter que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Autrement dit, ils ont des conceptions anté-coperniciennes, donc antérieures à cette découverte de Copernic au milieu du XVIe siècle, qui a démontré, grâce à des calculs mathématiques, il ne pouvait pas encore le faire grâce à la lunette qui sera utilisée par Galilée une cinquantaine d'années plus tard, que effectivement, il ne pouvait pas encore prouver expérimentalement que c'était des planètes qui tournaient autour du Soleil et non pas autour de la Terre. Voilà. Alors, donc, lorsque les Égyptiens regardent le ciel, ils le font dans un but religieux. Ils le font, je vous ai dit, également lorsqu'ils commémorent un événement, lorsqu'ils construisent un bâtiment religieux, le ciel, l'observation du ciel est une obligation, ça va de soi. Ils observent le ciel et ils font la distinction entre, d'une part, ce qu'ils appellent les étoiles fixes, et d'autre part, ces corps célestes qui bougent et qui ne sont rien d'autre que des planètes. Ces étoiles, ces planètes sont identifiées à des dieux. D'ailleurs, vous savez que lorsque nous parlons des planètes du système solaire, ces planètes portent le nom de Dieu. Vénus, Mars, Pluton, Uranus, ce sont des noms de Dieu en fait. Ça remonte évidemment à l'Antiquité. Donc vous voyez que
étudier l'histoire de l'astronomie telle que la concevaient les anciens nous renvoie à un certain nombre de traces dans notre vocabulaire et nous renvoie à nos mentalités d'une manière ou d'une autre. Maintenant, l'étude des planètes, ce que nous appelons donc l'astronomie, à cette époque-là, astronomie et astrologie sont mêlées, alors qu'aujourd'hui, on fait la distinction entre les deux, même s'il y a beaucoup de gens qui croient en l'astrologie et qui consultent même des astrologues pour essayer d'identifier des éléments, des informations qui concernent leur destin, voire le destin de la planète. Eh bien, à cette époque-là, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui va servir dans l'observation du ciel pour établir le compute. Le compute, c'est quoi? C'est en fait le calcul du temps. Autrement dit, l'établissement de la chronologie. Les Égyptiens avaient effectivement des années de 365 jours parce qu'ils avaient observé que après 365 jours, on retournait aux saisons de l'année précédente et que le cycle des jours et des nuits, quant à leur durée, revenait à ce qu'il était un an plus tôt. Donc les Égyptiens divisent l'année en 365 jours, en 12 mois. En 12 mois. Les jours ont 24 heures, mais il y a une petite nuance par rapport à nous, c'est que les heures de la journée correspondent à la 12e partie de la durée d'ensoleillement, d'insolation, et donc les heures de la nuit correspondent au moment où la Terre est plongée dans l'obscurité. Autrement dit, suivant les saisons, vous allez avoir des heures longues en été et des heures courtes en hiver, pendant la journée, et inversement, évidemment, pour les heures de la nuit. Donc vous avez, pendant la période où c'est plein été, des longues heures, qui font peut-être 1h30 pendant la journée, et des heures qui font peut-être 40 minutes pendant la nuit. Et inversement. Voilà. Alors, pour avoir des heures qui aient toutes la même longueur, et pour pouvoir justement calculer les heures, donc la chronologie pendant la nuit, il y a un Égyptien qui vivait au 2e millénaire avant notre ère, qui a inventé la clepsydre, plus exactement au début du Nouvel Empire, c'est-à-dire au début de la 18e dynastie. La clepsydre. C'est en fait une horloge à eau, parce que pendant la journée, vous pouvez encore utiliser un bâton que vous plantez dans le sol, et dont l'ombre portée sur le sol va vous indiquer effectivement les moments de la journée, hein, c'est ce qu'on appelle le cadran solaire. Mais pour la nuit, une fois que l'obscurité tombe, il faut trouver un autre moyen. Eh bien, c'est un système d'horloge à eau, c'est l'écoulement de l'eau pendant une certaine durée qui va vous indiquer des unités horaires semblables. Donc les mêmes unités. Vous savez qu'on a aussi inventé le sablier, mais en tout cas les Égyptiens, donc déjà depuis le milieu du 2e millénaire avant notre ère, possèdent donc la clepsydre. Maintenant, nous allons passer aux mathématiques. Les mathématiques, on en a souvent une vision très idéalisée, puisque les chiffres renvoient à l'abstraction, a priori. Beaucoup d'entre nous ont des souvenirs du
mathématiques comme un cours assez difficile, justement, parce qu'on est plongé dans la pure abstraction. Or, les Égyptiens, eux, ont une vision concrète des mathématiques. Nous avons un certain nombre de sources qui nous informent sur les mathématiques de cette époque-là. Ce sont des papyri, principalement, c'est-à-dire des documents qui sont confectionnés à partir de cette plante, le papyrus qui vit et grandit le long du fleuve Nil, et que l'on traite d'une certaine manière, je vous l'ai expliqué la semaine dernière déjà, que l'on doit traiter d'une certaine manière, de telle manière que ce papyrus soit lisse et que l'on puisse écrire dessus. Donc on a gardé un certain nombre de papyri qui nous informent donc sur les connaissances mathématiques des anciens Égyptiens. Alors, les Égyptiens pratiquaient au moins deux disciplines des mathématiques, à savoir l'arithmétique, c'est-à-dire la science des nombres, et d'autre part la géométrie. L'algèbre, comme vous savez, a été inventée par les Arabes dans le courant du Moyen-Âge. Je commence tout d'abord par l'arithmétique, c'est-à-dire la science des nombres. Il faut s'imaginer que les Égyptiens, comme les Babyloniens d'ailleurs à l'origine, sont préoccupés de problèmes très très concrets. Ils veulent savoir calculer, parce qu'ils produisent du grain, on est dans une société de type néolithique. Il faut savoir combien on va devoir payer comme impôt à l'agent qui représente le pharaon, donc un scribe, et par conséquent, il faut déterminer des quantités. C'est la raison pour laquelle l'arithmétique est inventée, la science des nombres. Les Égyptiens possèdent un système décimal. Autrement dit, ils ont des hiéroglyphes particuliers pour désigner l'unité, pour désigner la dizaine, la centaine, le millier, 10 000, 100 000, voire 1 million. Alors pour eux, quand ils disent 1 million, c'est un chiffre très très important qui ne correspond pas d'ailleurs précisément à ce que nous entendons par 1 million. Mais en tout cas, ils ont des signes particuliers, des hiéroglyphes particuliers. D'ailleurs, lorsque les Grecs vont arriver à la fin du IVe siècle avant notre ère, avec Alexandre le Grand, les Grecs vont utiliser à l'époque ptolémaïque donc des signes en Égypte qui sont simplement des lettres de l'alphabet grec. Voilà. Alors maintenant, pour désigner par exemple, des quantités, vous avez par exemple, je vais sortir un chiffre, 342, je dis n'importe quoi ici, 342. Pour écrire 342, vous allez écrire 3 fois l'hiéroglyphe de 100, 4 fois l'hiéroglyphe de 10 et 2 fois l'hiéroglyphe de 1. C'est comme ça que ça se faisait. Donc vous avez ici, j'ai dit 342, je crois, donc ça veut dire que vous avez 3 plus 4 plus 2, donc vous avez 9 signes, sauf erreur de ma part. Hein. Donc vous avez 9 signes les uns derrière les autres qui signifient, qui représentent le chiffre 342. Ça, c'est une chose. Maintenant, les Égyptiens connaissent l'addition, ils connaissent les 4 opérations, en fait. La multiplication, la division, ils connaissent aussi donc les fractions. Alors, on va voir comment ils procèdent. Leur système pour la multiplication est un système à partir du multiplicateur 2. Autrement dit, ce sont tous des 2, si vous voulez, peut être multiplié, mais au carré, au cube et ainsi de suite. Donc vous avez, lorsque vous allez faire une multiplication, vous devez toujours procéder par soit 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,
Ça va? Et vous pouvez toujours ajouter évidemment des unités. Donc, imaginez maintenant, vous voulez faire 5 plus 7. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes un Égyptien? Ils n'ont pas encore les chiffres arabes qui ne sont pas encore inventés. Ils n'ont pas les chiffres romains que vous connaissez également. Alors comment font-ils? Je vous ai dit 5 plus 7, c'est ça que je vous ai dit. Alors 5 plus 7. Si vous utilisez le multiplicateur 2, 5 plus 7, ça veut dire 4 plus 1, parce que dans 4, vous avez 2 fois 2. Mais alors pour 7, il ne faut pas me dire 2 fois 3, puisque vous avez 2, 4 ou 8. Mais le 6, vous n'avez pas, donc vous ne pouvez pas dire 2 fois 3 plus 1. Donc vous allez faire donc 2 fois 2, donc 4 plus 1 pour le 5, plus... Alors, plus quoi? Plus 2 fois 2 qui est le 4. Et alors, pour le 7, donc ça va être 4 plus 2 plus 1. Ils ne peuvent pas faire 2 fois 3 plus 1. Non, ils peuvent faire 2 fois 2 égale 4, plus 2 plus 1. Voilà. Vous voyez comment ils procèdent avec ce système des multiplicateurs? Alors, pour les fractions, maintenant, pour les fractions, ils possèdent uniquement la fraction avec le numérateur qui est 1, donc un cinquième, un dixième, un 18e. Ça va? Mais il n'y a pas d'autre numérateur possible que 1. Le dénominateur peut changer, ça peut être 12, 13, 14, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le dénominateur, donc le chiffre qui se trouve en dessous de la barre des fractions. Donc vous voyez il possède un certain nombre de notions, mais qui a ses limites et qui ne permet pas, effectivement, de calculer à la manière qui est la nôtre. Je vous rappelle d'ailleurs que le mot calcul, étymologiquement, ça signifie donc un caillou. Quand on dit avoir des calculs au rein, ça veut dire que vous avez des petits cailloux dans votre rein, du sable, autrement dit. Donc le mot calcul lui-même signifie que, à l'origine, vous aviez des petits cailloux. D'ailleurs, chez les Mésopotamiens, on mettait ces petits cailloux dans une gangue en argile qui était cuite, et c'est ce qui permettait de savoir combien d'animaux on avait dans son troupeau et combien on allait devoir payer comme impôt à l'agent du fisc. Alors il fallait casser évidemment la gangue, la petite boule, qui entourait ces petits calculs, ces petits cailloux, et l'on savait exactement combien on allait payer. Donc c'était une manière de sauvegarder l'information, parce que le but de l'écriture, c'est de sauvegarder l'information. L'écriture, c'est une mémoire. Ça va? Vous vous souviendrez que le mot calcul signifie en latin calculus, ça veut dire la petite pierre. Le ulus, c'est le diminutif en latin. Ça va? Comme Lucullus, c'est en fait le petit Luc. Ça va? Luc, puis Lucullus, le petit Luc, etc. Ça va? Caligula, l'empereur Caligula, ça veut dire, c'est un surnom qui a été donné à cet empereur parce que les soldats qui l'aimaient bien quand il était enfant, il était déjà prince impérial, l'appelaient la petite chaussure. Ça veut dire la petite chaussure. Caligula, c'était un surnom. Donc c'est pas un nom impérial du tout. C'est un surnom en fait. Voilà. Alors, maintenant, en ce qui concerne la géométrie, cette géométrie a des objectifs pratiques. Ça veut dire quoi qu'elle a des objectifs pratiques? Ça veut dire en fait que lorsque les Égyptiens veulent mesurer la Terre, parce que c'est ça que ça signifie la géométrie étymologiquement, ça veut dire calculer la Terre, eh bien en fait, c'est bien de cela dont il s'agit. Il s'agit pour les arpenteurs de connaître la dimension des champs. Il s'agit pour les architectes de fixer à l'avance la dimension d'une pyramide ou d'un temple. Donc ce sont des choses très concrètes qu'il y a derrière ça. Ce n'est pas de la pure spéculation. Les Égyptiens possèdent également des mesures de longueur. La mesure de longueur qui sert d'étalon, c'est-à-dire de référence, c'est la coudée royale.
Alors une coudée, c'est donc la distance qui va du coude jusqu'au bout du doigt. C'est 52 cm. Chaque coudée comprend elle-même 7 palmes, et dans chaque palme, il y a bien sûr 5 doigts. Donc ils n'ont pas notre système de millimètres, centimètres, décimètres, tout ça, je vous le signale, est inventé au moment de la Révolution française. Il y a seulement un peu plus de 2 siècles qu'il y a des kilos, des litres et des mètres. Donc, au moment de la Révolution française, ça veut dire que jusqu'à la Révolution française, on avait le système, entre autres, des coudées. D'ailleurs, pensez aux Anglais. Ils calculent toujours en pouces, ils calculent toujours en pieds, donc plus ou moins, je ne sais pas, 32 cm, quelque chose comme ça. Les pouces, voilà, ce sont leurs unités de mesure. Eh bien, les Égyptiens fonctionnaient comme ça, au fond. Ils avaient des coudées, dans chaque coudée, 52 cm, vous aviez 7 palmes, et dans chaque palme, donc, il y avait 5 doigts. C'était leur système pour mesurer. Voilà. Donc, je vous ai déjà montré, grâce à l'étude des mathématiques et grâce à l'étude de l'astronomie, que les sciences chez les Égyptiens sont empiriques. Autrement dit, ils ne raisonnent pas dans l'abstraction, ils raisonnent en fonction de leurs besoins propres. Je vous ai expliqué également que les sciences sont issues de besoins propres, mais que les sciences sont également liées à la religion. Vous vous souvenez de l'astronomie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, ceux qui croient à l'astrologie, ils mettent quelque chose de surnaturel. C'est de la superstition. Quand on dit, ben voilà, suivant votre signe astronomique, si vous êtes né à telle date, dans tel mois, ben ça va déterminer votre vie, votre destin, ça va déterminer votre humeur tel ou tel jour. Ce jour-là, ben, il va vous arriver du bien, du mal, etc. Ça veut dire que les gens qui croient à ça, ben, ils fonctionnent exactement comme les Égyptiens, comme les Babyloniens, etc. Ça veut dire qu'ils ont quelques milliers d'années, je ne dirais pas de retard, mais enfin, ils vivent dans un autre monde, qui n'est pas un monde de la rationalité, qui est le nôtre. Quand on va à l'école, il semble qu'on doit se poser des questions d'un autre type. Et que l'astrologie est elle-même l'objet de la science, n'est pas une science. On peut se poser la question, pourquoi il y a des gens qui croient en l'astrologie? C'est une vraie question. Donc ça veut dire qu'il y a des reliquats dans notre manière de penser qui appartiennent à des modes de pensée primitifs. C'est bien de cela dont il s'agit. Maintenant, nous passons à la médecine et à la magie. Nos sources, eh bien nos sources, elles sont relativement nombreuses. Il y a 6 ou 7 papyri médicaux qui nous informent sur la manière dont les Égyptiens concevaient la pratique des soins et quelle était également leur conception du corps humain. Il faut avoir une conception du corps humain pour pouvoir savoir comment résoudre les problèmes qui se posent lorsque l'on est blessé, lorsque l'on souffre d'un mal à la tête, mal à l'estomac, et pour trouver également les remèdes. Tout est lié. Donc on est vraiment ici, pas seulement dans l'histoire des sciences, mais on est dans l'histoire des mentalités. Vous savez qu'encore aujourd'hui, il y a des tas de gens qui croient à des remèdes bizarroïdes, qui sont persuadés qu'en prenant telle ou telle tisane, etc., et tout n'est pas faux, parce qu'il peut y avoir effectivement des remèdes qui remontent très loin et qui sont le résultat d'expériences. C'est-à-dire quand on dit utilise telle tisane, les médecins ne sont pas contre du tout les tisanes, ils peuvent dire que ça peut faire effectivement beaucoup de bien. D'ailleurs, c'est de la chimie qui se produit dans votre organisme à partir du moment où vous buvez une tisane, ça va de soi. Mais vous devez vous dire que les premiers médecins et les premiers pharmaciens, ce sont des gens qui ont expérimenté pendant des siècles, voire des millénaires, certaines plantes, certains minéraux. La plupart du temps, ça foirait, et donc la personne décédait, ça aggravait son cas, mais dans un certain nombre de cas, ça améliorait. Donc on se souvenait de génération en génération que celui qui avait pris ça
ça marchait, tandis que celui qui avait pris telle autre plante, mais là, à la limite, ça l'avait empoisonné encore plus, et donc il était resté sur le carreau. Donc, il y a comment dirais-je, de vraies expériences derrière tout ça, qui se sont étalées sur des millénaires. Alors, la médecine, je vais dire ici deux aspects. Quand je dis la médecine, vous avez bien compris qu'il y a d'une part ce qui relève de la raison, ce que l'on peut associer en tout cas à la raison, à la théorie donc, et on va voir un petit peu comment la profession de médecin était organisée, et on va voir ensuite dans quelle mesure la magie intervenait comme remède aux souffrances des individus. Je commence donc tout d'abord par la théorie de la médecine. Autrement dit, comment les Égyptiens concevaient l'organisation du corps humain. Alors, il y a plusieurs disciplines dans la médecine. Il y a tout d'abord l'anatomie. On va voir que les Égyptiens pratiquaient la chirurgie. On va voir aussi qu'ils pratiquaient aussi une pharmacie qui ne relevait pas que, je dirais, de la superstition et qui était basée sur des principes rationnels puisque résultant d'expérience. Autrement dit, il s'agit de pratiques de type empirique. Alors, je commence tout d'abord par l'anatomie. Les Égyptiens avaient un certain nombre de conceptions qui étaient bonnes. Par exemple, les Égyptiens avaient établi une relation, une corrélation entre d'une part le cœur et le pouls. Autrement dit, les battements. Quand vous prenez votre pouls à la hauteur du poignet, eh bien, ils sentaient qu'il y avait un mouvement à cet endroit-là, et ils avaient établi un lien entre le pouls et d'autre part le cœur. Donc, ça ne va pas de soi. Je vous signale qu'un petit enfant, il ne va peut-être pas faire le lien tout de suite. Même certainement pas. Ça, ce sont des connaissances apprises et acquises. Ce n'est pas spontané. Donc cela, on a des traces de ces connaissances dans les papyrus. Première chose. En revanche, pour la circulation sanguine, il pensait, et il ne faut certainement pas en rigoler, parce qu'on n'est jamais, on ne peut jamais pratiquer de la science qui vous permette de formuler certaines hypothèses à un moment donné, il faut disposer d'instruments. Il pensait que le sang circulait, ça ils avaient compris que le sang circulait, mais qu'il véhiculait dans le corps, que les veines, excusez-moi, les veines et les artères faisaient circuler du sang, mais aussi la salive, et aussi les excréments. Donc ils étaient persuadés que les excréments passaient dans le sang, circulaient dans le sang. Donc pour eux, notre système circulatoire était en fait une sorte de route, un système de route, de réseau, où tout transitait, toutes les humeurs, quelles qu'elles soient. Dans le domaine maintenant de la chirurgie, je vous ai expliqué dans un cours précédent l'étymologie du mot chirurgie. J'espère que vous en souvenez. Chirurgie, ça vient de deux mots grecs. Urgie, ça vient d'un mot grec ergon, qui est un mot neutre singulier qui signifie travail. Et chir, ça vient d'un mot grec, kairos, qui veut dire la main. Donc la chirurgie, c'est le travail de la main. Autrement dit, on pourrait dire qu'un chirurgien, c'est un manuel, étymologiquement. Autrement dit, les chirurgiens ont pour mission de réparer le corps humain. Le corps humain qui peut voir
les ossements se cassaient, auquel cas il faut réduire les fractures, ce que les Égyptiens faisaient, ils réduisaient les fractures. Les chirurgiens, donc les médecins égyptiens, on a réduit les fractures. Mais lorsque vous avez une plaie ouverte, les Égyptiens avaient compris que pour que la cicatrisation puisse se faire, le bandage pouvait être un moyen en rapprochant les deux côtés de la plaie. Ils avaient compris aussi que pour qu'une plaie devienne nette et ne s'infecte pas, il fallait utiliser le feu. Donc il fallait cautériser. Donc ils utilisent la cautérisation. Les Égyptiens aussi connaissaient l'amputation de membres. Et on a trouvé des squelettes qui prouvent que les amputations ont pu réussir, puisque des individus qui avaient été amputés ont continué à vivre par la suite. On a retrouvé d'ailleurs des scalpels, des outils en tout cas, en cuivre et en bronze, qui servaient justement pour couper les membres. Il y a eu aussi, et là aussi l'archéologie nous le démontre, des cas de trépanation. Vous savez que la trépanation, c'est une opération qui consiste à ouvrir le crâne, d'en retirer ce que l'on croit être le lieu de la souffrance, et puis de le refermer. On a donc des traces qui prouvent que des individus ont survécu à la trépanation. C'est quand même une opération plus que délicate, vous êtes bien d'accord, hein? Ouvrir le crâne, retirer, couper avec un instrument. Non, je ne sais pas dans quel état ils ont survécu après la trépanation, mais en tout cas, on sait qu'ils ont survécu. Ça, on peut le savoir, parce qu'on voit que le crâne s'est reformé, s'est refermé, on peut le voir. Donc, il y a des traces, on sait qu'il y a eu trépanation et que les os se sont refermés. Ils ne peuvent se refermer que si quelqu'un est vivant. Si quelqu'un est mort, ben, ça reste ouvert. Hein. Toute matière organique qui ne vit plus, ben, elle ne change plus de forme. À la limite, elle se décompose, mais elle ne peut pas. Voilà. Donc, on en a des preuves. Donc, vous voyez que les Égyptiens avaient quand même un certain nombre de compétences, au point que les médecins égyptiens étaient appelés sur le pourtour de la Méditerranée lorsqu'il y avait des difficultés. Mais la question est de savoir quelle était la part de rationalité ou de superstition lorsque l'on faisait venir un médecin égyptien. Parce que ces médecins égyptiens étaient vécus souvent comme des mages. Autrement dit, on ne les invitait pas à venir parce qu'ils étaient rationnellement au point, mais parce qu'on supposait qu'ils avaient des filtres, qu'ils étaient en communion avec des puissances surnaturelles, autrement dit que c'était un peu des sorciers. Voilà, donc il est difficile de faire la part des choses. Maintenant, en ce qui concerne la pharmacie, ou la pharmacopée, de quoi s'agit-il donc? C'est-à-dire l'ensemble, la pharmacopée, donc l'ensemble des médicaments dont disposaient les médecins égyptiens lorsque vous tombiez malade. Eh bien, les Égyptiens utilisaient une panoplie assez vaste de médicaments qui pouvaient être d'origine végétale, minérale ou animale. Donc vous voyez que on pouvait utiliser beaucoup de choses pour soigner les gens. Mais ils utilisaient, quand je dis des médicaments d'origine animale, ce n'était pas seulement des médicaments au sens noble du terme qu'on pourrait imaginer. Ils utilisaient par exemple des chiures de mouches.
également des excréments d'hippopotame. Donc, la distinction que nous faisons en ce qui est propre et ce qui n'est pas propre, ça relève d'ailleurs pas seulement de nos conceptions scientifiques, ça relève également de notre rapport que nous avons à l'hygiène, mais aussi à nos mentalités. Voilà, tout ce qui est lié aux excréments dans notre culture, c'est pas vrai dans toutes les cultures, dans notre culture, est dévalorisé. C'est lié au sale, au mauvais, au mal. Tandis que tout ce qui est lié à la tête, ce qui est au-dessus et pas en dessous, eh bien ça c'est valorisé dans notre culture, dans votre culture d'ailleurs. Hein. Maintenant, nous allons voir comment la profession était exercée, était organisée d'abord, hein, c'est annoncé tout à l'heure. Alors cette profession de médecin était organisée d'une manière, semble-t-il, assez hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y avait des directeurs, il y avait des médecins-chefs, il y avait des médecins assistants. Donc c'est intéressant parce que nous sommes à une époque où le néolithique a inventé les classes sociales et a inventé les hiérarchies sociales. Donc c'est à l'époque néolithique, mais je vous ai dit que l'époque néolithique ne doit pas être entendue dans son sens étroit de époque de la pierre polie, qui était le sens qu'on lui donnait au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, mais que le néolithique c'est en fait une période qui voit naître et voit inventer l'agriculture, l'élevage. J'ai étudié avec vous un certain nombre d'inventions comme la poterie, la métallurgie, le textile, la roue, vous vous souvenez de tout ça, et que donc le néolithique ne doit pas être entendu dans son sens étroit de pierre polie, que finalement c'était simplement un moyen de datation pour les préhistoriens lorsqu'ils trouvaient des artefacts donc, dans la terre en disant, mais voilà, c'est l'époque de la pierre polie. C'est pas l'époque de la pierre polie, ça ne veut pas dire que les gens passaient leur temps à faire des pierres polies, ils faisaient bien d'autres choses. La révolution néolithique, c'est une vraie révolution économique, sociale et mentale dans l'histoire de l'humanité. Très, très importante. Très, très importante. Pour moi, plus importante que la révolution industrielle, parce que beaucoup de gens sont focalisés sur la révolution industrielle, qui a évidemment déterminé notre mode de vie récent, mais qui n'a finalement qu'un peu plus de 2 siècles. Hein, la grande partie de l'histoire de nos ancêtres, à l'époque historique, hein, je dis bien, elle est déterminée par l'agriculture, l'élevage principalement. Et c'était une révolution beaucoup plus importante à mes yeux, qui a fait que l'être humain est sorti de cette technologie qui était liée à la taille des pierres. Alors, ensuite, il y a 2 catégories de médecins. Il y a les médecins au sens strict, et parmi ceux-ci, il y a des spécialistes, il y a des oculistes, il y a des ORL, il y a des gastro-entérologues. Entendons-nous bien, je suis en train volontairement d'utiliser des anachronismes ici pour essayer d'évoquer des professions de spécialistes qui existent aujourd'hui. Donc il y a des spécialistes. Il y a une division du travail, comme je l'indiquais tout à l'heure. Il y a une vraie division du travail. Ça, c'est propre aux sociétés de type néolithique, telles qu'elles apparaissent dans ces sociétés il y a en gros 12 000 ans. Depuis 12 000 ans, la spécialisation se fait surtout il y a 7 000 ans, 6 000 ans, 5 000 ans. Ça dépend des régions. N'oubliez pas que la néolithisation de nos régions elle remonte au plus tôt à 7 000, à 6 000 ans avant notre ère, hein, en Europe. 6 000 ans avant notre ère. Donc vous voyez, 8 000 ans, c'est rien. Si vous faites le compte, il y a au maximum 5 générations par siècle. Jésus-Christ, c'est en gros un peu plus de 80 générations. C'est hier, hein, 80 ou 100 générations. Donc Jésus-Christ, c'est notre contemporain, pratiquement. Donc est-ce que c'est 80 générations dans l'histoire de l'humanité qui comprend près de 3 millions d'années? C'est hier. Il faut essayer de voir les choses concrètement. C'est hier, tout ça. Du point de vue d'historien, pour moi, c'est hier. Quand je considère l'histoire, l'évolution de l'humanité, c'est hier, c'est pratiquement notre contemporain. Pour vous donner un ordre de grandeur. Alors, maintenant, à
côté de ces prêtres, de ces médecins, il y a des médecins prêtres, c'est-à-dire des prêtres qui ont une fonction médicale, mais qui sont spécialisés, par exemple, pour les morsures de serpents. Lorsque l'on est piqué par un scorpion, eh bien là, ce sont des prêtres qui ont compétence pour traiter de cela. En parlant des prêtres, on voit très vite que l'on glisse vers le dernier sujet, qui est celui que je souhaiterais traiter avec vous maintenant, qui est celui de la magie. La magie, c'est un ensemble de croyances qui vous permettent de communiquer avec le surnaturel, et ce surnaturel vous donne des pouvoirs spéciaux, exceptionnels, qui vous permettent, entre autres choses, de guérir. Alors, le mal peut avoir diverses sources. Il peut s'agir de souffles, et c'est le cas pour les Égyptiens, qui entrent dans votre corps, qui l'habitent, et donc il faut exorciser le mal. Et pour l'exorciser, ce mal, on doit prononcer un certain nombre de formules. Donc les Égyptiens, les prêtres égyptiens, les magiciens égyptiens possèdent des formulaires comprenant donc des formules sacrées que l'on pratique dans des rituels. Je n'insisterai pas dans ma conclusion, ou plutôt je ne reviendrai pas dans ma conclusion sur tout ce que j'ai pu vous dire en introduction, c'est que donc, étudier les sciences d'un peuple à un moment donné, ce n'est pas étudier le degré de rationalité d'une civilisation. Ce n'est pas ça. Faire de l'histoire des sciences, c'est faire de l'histoire des mentalités aussi. Bien entendu que l'aspect progrès auquel nous sommes particulièrement sensibles à notre époque doit être étudié. Mais les sciences sont des symptômes, l'état des sciences à un moment donné sont symptomatiques des mentalités d'une époque. On l'a bien vu à travers les mathématiques, à travers l'astronomie, à travers la médecine que j'ai associée dans mon cours à la magie. Maintenant, il me reste à vous montrer quelques ouvrages rapidement avant que vous ne partiez poursuivre à notre cours. Alors, vous avez sous la direction de René Taton le tome 1 de l'histoire des sciences, histoire générale des sciences aux presses universitaires de France. L'Égypte se trouve donc dans le volume 1, la science antique et médiévale. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un très gros volume. Alors, d'André Pichot, en folio essai, La naissance de la science, volume 1, Mésopotamie et Égypte. Ce sont évidemment des ouvrages dont je me suis servi pour faire ce cours, entre autres choses. De Jean-Pierre Verdet, en que sais-je, Histoire de l'astronomie ancienne et classique. De Jean Baudet, il n'y a pratiquement rien sur l'Égypte, mais enfin, c'est quand même une référence. Nouvel abrégé d'histoire des mathématiques, chez Vuipert. Il était membre, si pas directeur, du Centre national d'histoire des sciences. Alors, dans mon introduction et dans ma conclusion, j'ai fait référence au lien entre l'histoire des sciences et l'histoire des mentalités. Je vous renvoie au numéro de la revue de synthèse de juillet-décembre 1983, tome 104, numéro consacré à la journée d'histoire des sciences et des mentalités. Alors, numéro très très bien fait. Et enfin, un autre classique publié chez Payot de Georges Gusdorf, qui enseignait à l'université de Strasbourg. C'est le tome 1 de sa longue série, il y a au moins une dizaine de volumes,
si pas plus, consacré aux sciences humaines et la pensée occidentale, donc le tome 1 de l'histoire des sciences à l'histoire de la pensée. J'ai dit